Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école. C'est l'école chez vous du lundi au vendredi. Les cours de philosophie continuent avec le professeur Songue Diouf. Bonjour. Bonjour. Un plaisir d'être avec vous. Parfaitement. Comme chaque début de week-end, de semaine. Moi, je retiens aujourd'hui le chiffre 12. 12 personnes ont été guéries de cette maladie. Ensemble, en respectant les gestes barrières, nous pouvons combattre ce mal qui s'insère dans notre état. L'état, le cours de philosophie que nous allons aborder ensemble. 2 syllabes, 4 lettres. Mais la charge symbolique est aussi importante et ce mot l'englobe en son sein. Quand on parle de l'État, on pense à quoi? Une notion aussi vaste. Comment réfléchir sur cette notion-là? Oui, vous avez parfaitement raison, parce que l'État est une notion à la limite vague au départ. Oui. Mais pourquoi? Parce que même dans le langage courant, on ne fait pas la différence entre, par exemple, l'État, la nation et la patrie. Exactement. On se demande où est l'État. C'est pourquoi il y a beaucoup d'auteurs qui disent, écoutez, quand au fond, l'État est simplement une idée. Maintenant, en tant que l'État est une idée, il ne peut se donner à se matérialiser que par le biais simplement de ses institutions. Mais c'est pourquoi, très bien, vous avez parfaitement raison, vous demanderez à quelqu'un où est l'État du Sénégal, qu'il tournerait en rond et serait incapable de dire voilà où se trouve l'État. Et c'est pourquoi on considère que c'est une idée, mais comme j'ai dit, une idée qui ne se donne à être vécue et se matérialise par le biais simplement des institutions. C'est pourquoi il y a une philosophe française qui s'appelle Jacqueline Russe. Oui, le cours donc c'est l'État. Oui. Jacqueline Russe, elle définit l'État en plaçant au centre de sa définition la notion d'institution. Et elle dit l'État, c'est d'abord quoi? Un ensemble d'institutions. Parmi ces institutions, on peut dire des institutions politiques, des institutions économiques, des institutions administratives. Donc un ensemble d'institutions politiques, économiques, administratives, juridiques, etc. Mais qui exerce quoi, dit-elle? Qui exerce une autorité politique. Et cette autorité politique, elle dit, c'est une autorité politique qui est souveraine. Et en tant qu'elle est souveraine, cette autorité politique s'exerce bien sûr sur une communauté humaine. Oui. Et elle ajoute à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Et la notion devient plus pratique parce qu'on parle d'ensemble d'administration, de juridiction. Oui. C'est palpable maintenant. L'État devient une réalité. L'État devient une réalité matérielle. Oui. Ne serait-ce que par exemple par ses institutions juridiques, exactement. La contrainte, y compris de corps qu'elles exercent sur moi, le citoyen, me permet de me rendre compte que je suis bien sûr dans le cadre de l'État. Et vous remarquez qu'il y a un certain nombre d'éléments importants ici. Il y a la notion d'autorité politique, il y a la notion de territoire, il y a la notion de communauté humaine. Et donc ces trois notions-là, on les trouve dans la définition de l'État. Ça veut dire quoi? L'élève pourra rencontrer 1000 définitions de l'État, oui. Mais ce qu'elles auront en commun, ces définitions-là, c'est que la notion d'État, elle ne peut pas être pensée sans ces trois éléments. Le premier élément, c'est l'autorité politique. Le second élément, c'est la population ou communauté humaine sur laquelle s'exerce cette autorité politique. Et enfin, c'est la notion de territoire. Parce que l'État, c'est un ensemble de territoires, de frontières qui peuvent être terrestres, maritimes ou bien aériennes. Ça veut dire donc que dans tous les cas, on ne peut parler d'État qu'à ces trois conditions. Il y a un élément psychologique, c'est la notion d'autorité politique, oui. Et ensuite, deux éléments matériels, c'est la notion de communauté humaine et c'est la notion de territoire. Et c'est pourquoi, en combinant, l'élève, sans se fatiguer à chercher des définitions venant du dictionnaire, il pourrait se dire l'État, c'est une autorité politique s'exerçant sur une population ou communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Oui. Quand il aura dit ça, il a fait la différence entre l'État et la nation, parce que nous avons dit que c'est des notions un peu voisines avec lesquelles on confond à tort l'État. Il aura fait la différence avec la nation, il aura fait la différence avec la patrie, il aura fait la différence entre l'État et la société. Ça veut dire quoi? Que l'État ne se confond ni avec la nation, ni avec la patrie, ni avec la société. Dans la société, on l'a vu, Pape, nous avions parlé de quoi? Dans la société, nous avions parlé de normes. Dans le cadre de l'État, nous ne parlerons pas de normes, mais nous parlons de loi. Et rappelez-vous, nous avions montré aux élèves la différence entre la notion de norme et celle de loi. Nous disions ici que les normes sont des règles, mais des règles diffuses, non écrites. Alors que les lois, elles sont écrites, elles sont codifiées, elles sont positives. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Que la nation, fondamentalement, son lien, le lien qu'établit la nation est un lien d'ordre sentimental et affectif. Rappelez-vous, je crois, à nos vieilles leçons de l'école primaire, même si tu es beaucoup plus jeune que moi, on disait à peu près
montrer que la nation, c'est des gens qui sont unis par un commun vouloir de vie commune. Oui. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui revendiquent le même passé, c'est des gens qui s'identifient à la même culture, aux mêmes langues. On va donc dire quoi? Pour aller vite, que la nation, elle est plus ou moins marquée par son homogénéité. Alors que l'État, vous le savez très bien, surtout dans le cas des grands ensembles étatiques, il y a une mosaïque religieuse, une multiplicité linguistique, une diversité ethnique et une diversité culturelle. Et là où le lien dans la nation est un lien sentimental, dans le cadre de l'État, le lien, il n'est pas affectif, il n'est pas sentimental, il est d'abord juridique. C'est pourquoi un auteur qui s'appelle Ernest Renan, il dit que la nation, c'est un plébiscite de chaque instant. Pour montrer quoi? Que le lien qui unit les gens dans une nation est un lien basé sur des rapports séculaires, basé sur le partage des mêmes valeurs, des mêmes modes de vie, etc. On pourra montrer que d'ailleurs, étymologiquement, le mot nation vient du latin nascere, qui signifie naître. Donc la nation, c'est là où on est né. À peu près, c'est presque un synonyme de patrie. Sinon que c'est formé, patrie est formée de pater, pater qui signifie en latin père. Et donc étymologiquement, la patrie, elle désigne la terre des pères ou bien simplement la terre des ancêtres. Dans le cadre de la société, vous avez une autorité. Mais cette autorité, comme nous avons dit, elle est collective. Alors que dans le cadre de l'État, l'autorité n'est pas collective. Elle est centralisée entre les mains de ceux-là qu'on appelle les gouvernants. Et c'est pourquoi nous avons dit l'État devra être distingué aussi bien de la nation, de la patrie, de la société, parce qu'obéissant à ces trois déterminations, l'autorité politique, la population ou la communauté humaine, territoire. Prenez par exemple la nation. Oui. Les cousins Alpulaar, moi le Serer, j'aime bien les taquiner. La nation Alpulaar, entre guillemets, ben, vous la trouveriez au Sénégal, en Guinée, au Mali et même jusqu'au nord Cameroun. C'est des gens qui appartiendraient, entre guillemets, à la même nation Alpulaar, mais qui ne vivent pas à l'intérieur d'un même territoire. Et alors que la notion de territoire, elle est centrale et elle est au cœur de l'État. Donc voilà ce qui nous permet d'abord de régler l'analyse conceptuelle et de montrer ce qui fait la spécificité de l'État. J'insiste, le pouvoir de l'État est un pouvoir autonome qui est distinct de celui du reste de la société. Et je pense que la différenciation est importante en ce qui concerne ces différentes notions. Mais pourquoi l'État est devenu une condition sine qua non à notre existence sociale? Difficile d'avoir une société sans État. Oui, même si par le passé, certains chercheurs en politique ont pu imaginer des sociétés sans État. Mais il faut dire que depuis pratiquement le 12e, 13e jusqu'au 16e siècle, l'État est devenu le cadre à l'intérieur duquel se déroule l'essentiel de l'existence humaine. Ça veut dire quoi? Que l'État s'est imposé comme le cadre dans lequel l'homme peut vivre, l'homme peut s'épanouir et l'homme peut se réaliser pleinement. Oui, parler de l'État, il y a des notions qui s'entrelacent. On a la notion de contrainte. On a également la notion de punition, d'abus et peut-être même de faille. Nous allons essayer de décortiquer ces notions une à une. Mais entre la société et l'État, opposition ou complémentarité? Oui, entre la société... Parce que ces différentes notions, parfois, ne font pas bon ménage. Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous avons cru bon de faire l'éclairage conceptuel. Parce que donc là où nous avons dit la nation, la patrie et la société, mais nous avons montré très clairement que, oui, il peut se poser, comme vous dites, la question de savoir de la nation et de l'État, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Oui. Si vous allez dans certains pays, par exemple, comme en Occident, il n'y a pas de problème. C'est la nation qui naît, grandit et donne naissance simplement à l'État. Ce qui est valable également pour la société. Ça, c'est valable surtout pour les pays occidentaux. Entre guillemets, vous pourrez dire, il y a en France les Gaulois, ils s'organisent et donnent naissance à l'État français. Mais souvent, en Afrique, vous savez que c'est l'inverse. Ce n'est pas la nation qui précède l'État, mais très souvent, c'est l'État qui naît d'abord et ensuite cimente des relations pour former une nation. Pourquoi? Parce que les frontières, vous le savez très bien, que nous avons hérité de la colonisation, ne recoupent pas nos réalités sociologiques, ethnologiques et anthropologiques. Donc le plus souvent en Afrique, l'État naît d'abord et ensuite tente de faire vivre des gens. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que des gens que tout unissait par le passé, le colon il vient, il les répartit dans des États différents. Ou bien l'inverse, des gens qui n'ont absolument rien à voir, qui n'ont jamais vécu ensemble, le colon les embarque dans un seul et même territoire. C'est peut-être une explication de l'instabilité de certains États africains. Et il y a Van Bismarck qui disait qu'un pays fait son histoire mais subit sa géographie. Et l'Afrique est un exemple. L'Afrique est un exemple patent parce que c'est une violence qui a été exercée. Rappelle-toi le fameux congrès de Berlin où on a partagé l'Afrique et de manière arbitraire. Sans les Africains.
bien sûr. Et donc, la nation ou la société, en Occident de manière générale, c'est la nation qui précède et engendre l'État, alors que de manière générale en Afrique, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? C'est l'État qui naît d'abord et ensuite qui fait naître la nation. Oui, quand on parle de l'État, on pense également à une contrainte. Max Weber disait la violence légitime. Tu lui accordes de cette violence-là. Pourquoi l'État a besoin de la contrainte pour exister? Oui, parce que c'est sa condition d'existence. Parce que Max Weber, auquel vous faites allusion, il dit un État ne peut exister qu'à la condition que les dominés se reconnaissent dans l'autorité sans cesse revendiquée par les dominants. Fin de citation. Et lorsque Max Weber dit l'État ne peut exister qu'à la condition que les dominés se reconnaissent dans l'autorité exercée par les dominants, ça veut dire quoi? On ne peut pas imaginer d'État sans contrainte. Ce qui, en toile de fond, poserait le problème du recours à la violence et poserait également le problème des rapports entre l'État et la liberté. Parce que la définition que donne Max Weber de l'État, elle recoupe à peu près ça. Mais il ajoute simplement que c'est des gens qui revendiquent pour leur propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et quand Max Weber, sociologue allemand, auteur du célèbre Savant et politique, définit l'État comme une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé qui revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime, nous avons deux éléments. L'État est impensable, semble-t-il, sans la violence, mais également, cette violence-là, elle est frappée de légitimité. Ça veut dire quoi? Il y aurait une violence qui serait illégitime. Quand est-ce qu'elle serait frappée d'illégitimité? Lorsqu'elle viendrait non pas de l'État, mais des citoyens eux-mêmes. Maintenant, cela pose problème, parce que la violence de l'État, elle peut être illégitime. Exactement. Pourquoi? Parce que lorsque cette violence-là est au service de la conservation du pouvoir, lorsque cette violence est synonyme de répression des libertés individuelles, elle n'est plus légitime, elle devient frappée de légitimité. Quand est-ce que la violence de l'État est légitime? De manière très claire, lorsqu'elle est au service de l'intérêt général, du maintien de la paix et de stabilité de la communauté. Maintenant, on va pouvoir développer en posant la question implicite dans ce que vous avez dit, des relations entre l'État et la liberté. Et à la question, quel rapport l'État entretient-il avec la liberté? En philosophie, généralement, vous avez deux perspectives. La première, héritée un peu de Rousseau, qui considère que le but de l'État n'est rien d'autre que la liberté. C'est déjà présent chez quelqu'un qui s'appelle Spinoza. Baruch Spinoza, penseur hollandais, lui, il dit, j'ouvre les guillemets, Spinoza, le B, Baruch, B-R-A, B-A, comme ça, Baruch Spinoza, il disait la fin dernière de l'État est la liberté. Et lorsque Spinoza disait la fin dernière de l'État est la liberté, il ajoutait, mais écoutez, les hommes n'ont pas créé l'État pour devenir plus bêtes qu'ils n'étaient, ils n'ont pas créé l'État pour être comme des automates, mais ils n'ont créé l'État qu'en vue de garantir et d'assurer ce qu'il appelle la liberté du citoyen. Et donc cette idée déjà présente chez Spinoza, on la retrouvera, j'ai dit, chez Jean-Jacques Rousseau. Parce que Rousseau également, il montre comme Spinoza que si les hommes ont créé l'État, ce n'est qu'une manière de garantir simplement la liberté. Et les analyses de Rousseau partent d'un constat. Le constat, c'est quoi? C'est ce qu'il fait dans le fameux contrat social. Livre 1, chapitre 1, première phrase, très célèbre. Qu'est-ce que dit Rousseau? Il dit l'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Et quand Rousseau constate qu'au départ, l'homme est né libre, mais il est partout dans les fers, ça veut dire quoi? Il est né libre. À l'état naturel, l'homme était libre, mais qu'est-ce que moi, Rousseau, je constate? En quittant cet état naturel pour vivre dans le cadre de l'État, l'homme a perdu sa liberté. Donc liberté et État ne sont pas antinomiques? Ne sont pas antinomiques. Rousseau les concilie en disant, à partir de ce constat du paradoxe, que l'homme est né libre, mais aujourd'hui qu'il a perdu sa liberté, ma tâche à moi, Rousseau, c'est d'imaginer, de concevoir un type d'État dans lequel l'homme puisse retrouver sa liberté originelle. Et cet État-là, c'est celui qui est engendré par le contrat social. Tu te rappelles des termes célèbres du contrat social, repris dans toutes les déclarations universelles des droits de l'homme et du citoyen. Que dit Rousseau? Par la création de l'État, j'ouvre les guillemets, il s'agit de trouver une forme d'association qui défendent et protègent de toute la force commune, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même. Et quand il dit trouver une forme d'association qui défende de toute la force commune, la personne et les biens de tout le monde, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Le paradoxe, tu l'as compris. Comment je peux obéir à la loi et en restant
libre. Obéir à la loi et en restant libre, Rousseau dit, mais parce que contrairement à ce que vous avez l'habitude de penser, vous, moi, comme le commode mortel pape, nous avons l'habitude de penser que là où il y a loi, il y a contrainte, et là où il y a contrainte, il n'y a pas de liberté. Rousseau dit c'est exactement le contraire. Ça veut dire quoi? C'est là où il n'y a pas de loi qu'il ne peut pas y avoir de liberté. Et pourquoi là où il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de liberté? On le comprend aisément, parce qu'il dit très clairement que là où il n'y a pas de loi, qu'est-ce qui va régner? Il va régner le droit du plus fort. Et le droit du plus fort est contradictoire, parce qu'un droit qui ne repose que sur la force, il s'abolit et s'anéantit en présence d'une force supérieure. Et donc ça veut dire quoi? La loi, elle n'est pas ce qui m'empêche d'être libre, elle est la condition de la véritable liberté. Parce que Rousseau dit très clairement, là où il n'y a pas de loi, nous sommes esclaves de nos impulsions. Là où il n'y a pas de loi, nous sommes esclaves de nos appétits. Là où il n'y a pas de loi, nous sommes esclaves de nos désirs. Et la vraie liberté donc, elle est garantie par la présence de la loi. Cette lex dura lex, peut-être. Oui. La loi c'est dur, mais c'est la loi. Mais le contraire également peut se passer. Oui. Oui, les lois sont là pour garantir nos libertés. Oui. Les lois sont là également pour opprimer ou bien ôter la liberté. Très bien, mais n'oublie pas que nous l'avions dit dans le cours. C'est le revers de la médaille. Oui, nous l'avons dit dans le cours sur les normes. Oui. L'originalité de Rousseau, c'est de montrer en fait, comme nous avons dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'antinomie et d'incompatibilité radicale entre la présence, l'obéissance à la loi et la liberté. Pourquoi? Parce que la loi à laquelle j'obéis pas, Rousseau dit, je n'entretiens pas des rapports d'extériorité avec elle. La loi que j'obéis, elle me vient simplement du prince. Mais le prince, celui qui gouverne, oui. Son pouvoir n'est que l'émanation de la volonté générale. Et donc le pouvoir exercé par le prince, c'est moi-même en tant que citoyen, volontairement, délibérément, qui ai renoncé à une partie de mes prérogatives pour les confier entre les mains du prince. Donc quand j'obéis au prince, je n'obéis pas à lui et aux caprices de son bon vouloir. Quand j'obéis au prince, j'obéis à la loi. Mais j'obéis à quelle loi? À une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéissais à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, je reste entièrement libre. Tu connais la célèbre phrase, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite et liberté. C'est toute la différence entre un sujet, un citoyen, entre un président et un roi, entre la démocratie et la monarchie. Nous allons parler de ces types d'État. C'est la première conception. Il y a une conception de rapport entre État et liberté. Oui. Et l'État et liberté, la première conception, vous l'aviez défendue avec Rousseau, mais l'antithèse, ou bien l'autre face de ce rapport-là, c'est l'oppression. L'oppression. Mais il faut, avant de passer d'ailleurs, dire ce que Rousseau, parce que ça éclaire le contexte dans lequel nous vivons. Exactement. Rousseau, il y a un mot très précis quand il dit, pape, écoutez, il n'y a pas de liberté sans loi, ni là où un seul individu est au-dessus des lois. Et ça remet en cause toute la notion de l'État. Parce qu'on parle maintenant que l'État est en faillite. Il n'y a point de liberté sans loi, ni là où un seul individu est au-dessus des lois. Une définition idyllique. Idyllique. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, très bien, votre mot est juste, parce que beaucoup disent que Rousseau il est dans une conception idéaliste de l'État. Parce que cette forme de démocratie-là, elle n'est opératoire nulle part. Et d'ailleurs, Rousseau l'a compris. Il referme un peu le contrat social sur cette phrase terrible que mais s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Oui. Et la référence au peuple de Dieu signifie quoi? Que la démocratie suppose la vertu. Et donc Rousseau, il est en train d'enseigner à toute l'humanité que les meilleures lois ne vaudront que par la qualité morale des hommes chargés de les faire appliquer. Maintenant, comme vous dites, à cette thèse, il y a une autre perspective opposée. Celle-là qui dit, le but de l'État, ce n'est pas du tout la liberté, mais le but de l'État, c'est la paix et c'est la sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle, par opposition à la conception idéaliste de Rousseau, ce qu'on appelle l'approche réaliste. Vous la trouvez chez Thomas Hobbes. Oui. Thomas Hobbes, il dit clairement que le but de l'État du Léviathan, ce n'est pas la liberté, mais le but de l'État, c'est la paix et la sécurité. Ça, il faut qu'on ait, parce que beaucoup d'élèves, ils considèrent que, bon, Hobbes est également un défenseur de la liberté comme Rousseau. Non, lui, il dit paix et sécurité, non pas liberté. Pourquoi? Nous l'avions dit, parce qu'ils ont deux conceptions différentes de l'homme, lui et Rousseau, et cela accouche de deux systèmes politiques différents. Nous avions dit, vous vous en souvenez, que Rousseau, en tant qu'optimiste, pariait sur la bonté et le caractère raisonnable naturel de l'homme. Le gouvernement qui lui conviendrait serait la démocratie, alors que Hobbes, plus ou moins pessimiste, parie sur la méchanceté naturelle de l'homme, et le gouvernement qui lui conviendrait, ce n'est pas la démocratie, mais l'absolutisme, la tyrannie. Le Léviathan
il dit, mais on doit trembler de crainte et de terreur lorsqu'on entend la voix d'airain du Léviathan. Et lorsqu'il dit, le citoyen doit trembler de crainte et de terreur quand il entend la voix d'airain du Léviathan, mais il dit, sans cette contrainte et cette terreur, les hommes ne renonceront pas à leur violence naturelle et il ne sera pas possible de vivre. Donc, à quelles conditions il peut y avoir paix, sécurité, état fort, tyrannique, despotique, et cette contrainte-là, elle est apte à nous faire renoncer à nos égoïsmes individuels pour garantir non pas la liberté, encore une fois, mais la paix et simplement la sécurité dans l'État. Une théorie qui s'adapte mal à ce contexte-là où la liberté individuelle a pris des dimensions considérables. Absolument. Mais l'État s'inscrit dans un contexte culturel également bien précis. Il y a autant de pays que d'États. Comment expliquer cette fragmentation notionnelle? Par exemple, l'État chez nous, avant l'État, il y avait les royaumes, il y avait les empires. L'État s'est adapté. Mais cette adaptation-là, comment elle se passe? Parce que chaque société également développe son État, entre guillemets. Oui, son État, vous avez bien fait de mettre entre guillemets, parce que sous sa forme générale, ben, l'État est le même partout, hein, à peu près. Cette définition que nous avons donnée de l'État, avec l'élément psychologique, l'autorité politique, avec les deux éléments matériels, la population et le territoire, c'est une définition universelle, c'est des caractéristiques universelles de l'État. Mais il est évident maintenant que le mode de gouvernance, tel qu'il va s'appliquer, doit prendre en charge, c'est vrai, l'arrière-fond culturel sur lequel il s'exerce. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on parle, entre guillemets, de démocratie africaine, par opposition à des démocraties non africaines. Ça veut dire quoi? Il y a des spécificités culturelles, sociales, locales, faisant que ce que la démocratie pose d'un point de vue principiel n'est pas opératoire de la même façon dans les différentes entités. Mais on va dire que sous ces caractéristiques générales, l'État obéit aux mêmes déterminations partout où on se trouve. C'est pourquoi l'État a une dimension universelle, quel que soit le type de régime que l'on peut envisager. Une dimension polémique également. Aujourd'hui, on parle beaucoup des failles de l'État. On pense même que l'État est en faillite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le contexte. C'est l'évolution des mentalités des hommes qui aspirent plus de liberté, parce qu'il y a dans les sociétés où l'État maintenant devient très faible, même face à une société, par exemple. L'État faiblit face à une société. Cette notion de puissance, de pouvoir, de contrainte, ça messie et s'étiole avec le temps. Oui, mais cela s'explique pour deux raisons au moins. Ça veut dire quoi? Il y a une sorte d'échec lié au fait que, comme disait, c'est un journaliste, j'ai oublié le nom, hein, il me reviendra tout à l'heure, c'est Derrida, qui parlait Jacques Derrida, qui parlait de la notion d'État voyou. Hein, cette notion d'État voyou montrait clairement que l'État a échoué au moins en double point de vue. Au point de vue de la préservation des libertés, il dit l'État a échoué, mais également au point de vue de l'émergence économique, l'État a échoué. Et donc ce sentiment d'échec de l'État, inapte à satisfaire les besoins de l'individu d'un point de vue matériel, inapte à lui garantir les conditions d'un exercice plein et souverain de sa liberté, faut que de plus en plus, il y a un essiolement, il y a un recul du pouvoir de l'État. Donc il y a d'autres centres, par exemple la notion de société civile qui a émergé un peu partout à la fin du 19e siècle, montre très clairement que de plus en plus, il y a une sorte de défiance que l'individu entretient par rapport à l'État. Mais je crois qu'il faut revenir au mot célèbre de Paul Valéry qui colle à ce que vous dites. Si l'État est fort, il nous écrase, et s'il est faible, nous périssons. La solution, je crois qu'il faut aller chercher chez Aristote, qui défendait la théorie du juste milieu. Et la théorie aristotélenne du juste milieu, elle visait à montrer que l'État ne doit donc être ni trop fort, ni trop faible, mais qu'il doit s'en tenir à des limites raisonnables, lui permettant de s'assurer simplement de ses missions, tout en préservant la paix et la liberté des citoyens. Et dans cette partie-là, on ne peut pas ne pas convoquer Nietzsche, qui a fait un tir groupé sur l'État. Sur l'État, c'est un monstre froid. Absolument. Il ment en disant que moi, je suis le peuple. Absolument. Nietzsche il faut dire que Nietzsche, c'est une critique principielle. Ça veut dire quoi? Il ne s'attaque pas à telle ou à telle forme d'État, mais il s'attaque à l'État en tant que tel. Et il montre que l'État n'a pas de légitimité. Pourquoi il n'a pas de légitimité? Vous l'avez dit, parce que l'État, il ne vise que deux choses, la conquête du pouvoir et sa conservation par tous les moyens. C'est pourquoi Nietzsche dira, quoi que l'État dise, il ment, quoi qu'il ait, il l'a volé. Et il dit, l'État ment dans toutes les langues du bien
et du mal. C'est une manière également de montrer pour lui que l'État n'a même pas sa raison d'être, ce qui va un peu, mais dans une perspective différente, dans le sens de la critique des disciples de Bakounine, Mikhail Alexandrovitch Bakounine, chef de file de l'anarchisme. Lui, il attaque l'État en disant que l'État n'a pas besoin d'exister. Pourquoi? Il dit, toi et moi n'avons pas besoin d'État. Pourquoi? Réponse des anarchistes, parce que l'homme est capable de s'auto-gouverner lui-même et que l'État, au-delà de ses appareils répressifs, ne vise que la disqualification de l'individu. Ils enseignent, les anarchistes, que l'État a deux visages. Le premier, faux et mensonger, par lequel on me dit l'État est là pour me défendre, pour me protéger, mais entre guillemets, montre les anarchistes, tirer un peu les rideaux. Qu'est-ce que vous voyez derrière l'État? Police, armée, gendarmerie, bref, un ensemble de moyens de coercition dont le but est d'écraser l'individu et de priver de toute forme de liberté. Quand on entend les termes par lesquels Bakounine décrit l'État, on tremble parce qu'il ne voit aucune pertinence, aucune légitimité simplement à l'État. Il y a l'anarchisme, il y a également le totalitarisme, mais aussi la démocratie. Ce sont des formes d'État, c'est ça? Oui, c'est des formes d'État. C'est des formes d'État, c'est des modes de gouvernement. Vous avez le plus célèbre, c'est la démocratie. Dans la démocratie, vous avez Démos, le peuple, vous avez Kraten, le pouvoir, qui est né en Grèce, c'est le pouvoir du peuple. Maintenant, les gens disent le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, en oubliant que ce n'est pas le sens étymologique. Ça, c'est Abraham Lincoln qui l'a ajouté. Mais au plan de vue étymologique, démocratie égale pouvoir du peuple. Ça a fonctionné pour la première fois au 5e siècle à Athènes. À côté de la démocratie, vous avez l'absolutisme, qui est son contraire. Tyrannie, despotisme, synonyme de règne par la force. Vous avez également la monarchie. Mais en faisant la différence entre deux types de monarchie. Une monarchie de droit divin et une monarchie constitutionnelle. Dans la monarchie de droit divin, celui qui gouverne a tous les pouvoirs et le pouvoir se passe à l'intérieur d'une même famille qui en aurait le droit, comme entre guillemets par décret divin. Vous avez ça par exemple en Arabie Saoudite. Vous avez à côté de ça la monarchie, mais la monarchie constitutionnelle, dans laquelle il y a un chef de l'État, il y a un monarque, mais ce n'est pas lui qui gouverne, c'est le premier ministre qui est élu par l'Assemblée nationale. Vous avez ça en Angleterre, en Italie, en Espagne, ça c'est la monarchie. À côté de ça, vous avez maintenant le communisme, vous avez le socialisme, bref, vous avez plusieurs formes de gouvernement. Et un sujet qui vient comme ça à l'esprit, l'État est-il un mal nécessaire? Ça peut être un sujet de dissertation. Ça peut parfaitement être un sujet, oui. Et pour ce type de questions ou bien de sujet, le correcteur s'attend à quoi par rapport à la production de l'élève? Il s'attend d'abord à ce à quoi on doit s'attendre quand on est en face d'une copie, mais ça veut dire à un exercice de réflexion. Il faudra qu'il montre deux choses. Que d'abord l'État serait un mal, en quoi l'État serait un mal, et ensuite en quoi, quand bien même serait-il un mal, qu'il serait simplement un mal nécessaire. Et ce sujet, la perspective dans laquelle il s'inscrirait, il pourrait par exemple critiquer la démocratie, en montrant que la démocratie elle a des limites, mais qu'au-delà de cette limite-là, de tous les systèmes de gouvernement, je vais faire une faute volontaire, c'est le moins mauvais des systèmes de gouvernement. Et donc de ce point de vue-là, il dira, la démocratie est un mal, c'est une dictature de la majorité, mais en tant que telle, elle est peut-être de tous les régimes celui qui garantit le plus la liberté individuelle. Il pourrait également dire, l'État est un mal quand il prend une forme absolutiste, quand il prend une forme tyrannique. Et il pourrait dire cependant, c'est une nécessité si on sait l'indiscipline naturelle, la violence, l'égoïsme naturel qui habite les hommes. Et dans tous les cas, nous avons montré deux perspectives dans les rapports entre l'État et la liberté pour récapituler. Première perspective, celle de Rousseau par exemple, hérité de Spinoza, qui considère que le but de l'État, c'est de créer les conditions effectives d'une véritable liberté. La deuxième, dans ça, nous avons ajouté Hobbes, mais en faisant une nuance. Hobbes ne vise pas la liberté, mais la paix et la sécurité par la voie de l'exercice de l'État du Léviathan. La deuxième perspective, c'est celle que nous venons de visiter, c'est celle des anarchistes, par exemple, qui considèrent que l'État n'a aucune légitimité. À côté des anarchistes, il faut ajouter les marxistes. Parce que Marx et son ami Engels, ils considèrent que tant que l'État est là, il ne peut pas y avoir de liberté. Parce que pour eux, l'État a toujours été au service exclusif des intérêts de la classe dominante. Et il dit, quand ils disent leur phrase célèbre, que la lutte des classes est le moteur de l'histoire, c'était une manière de montrer que dans tout ça, nous avons toujours eu deux forces antagonistes opposées. Dans l'Antiquité, c'était entre le bourgeois, enfin l'esclave et les maîtres. Au Moyen-Âge, c'est entre les serfs, S-E-R-F-S, les propriétaires terriens. Vous venez à l'époque moderne, c'est entre les bourgeois et les prolétaires. De quel côté est l'État? Du côté des dominants, du côté des gouvernants et du côté des exploitants. Parce que pour eux, il y a toujours eu des dominés, des dominants, des
des gouvernés, des gouvernants, des exploitants et des exploités. Et quelle est la position de l'État? Elle est du côté de ceux qui exploitent, gouvernent et dominent. Et donc, elle ne fait que perpétuer les rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. Conséquence, Marx et Engels, ils préconisent la mort lente et définitive de l'État, ce qu'ils appellent le dépérissement de l'État. Pour céder la place à quoi? À une société communiste dans laquelle, dit-il, il y aurait un partage équitable des biens et des ressources. Et ils ajoutent, j'ouvre les guillemets, où l'administration des choses va se substituer au gouvernement des hommes. Mais on sait ce qu'il est devenu de cette belle utopie depuis un matin de la chute du mur de Berlin. Absolument. Oui, c'est sûr. Voilà. Professeur, il est l'heure. Dommage, si vite déjà. C'est un plaisir de faire cours avec vous. Merci beaucoup. Le dernier cours de philosophie pour cette semaine. Et la semaine prochaine, nous allons revenir pour faire également des cas pratiques. Des cas pratiques. Sur les deux leçons que nous avons vues, conscience et inconscience sur l'État, on va faire des cas pratiques pour consolider. Et ce qui est une constante, c'est que dans la deuxième partie de la philosophie, les leçons sont des chaînons. Il faudrait, ou bien il faut les comprendre. Absolument. Parce que ce sont des chaînons. Conscience, inconscient, nature et culture, état, ce sont des leçons qui se tissent. Absolument. Et il faut les comprendre toutes, ces leçons-là. Il faut les comprendre dans leur unité. Ça veut dire que c'est des questions qui se recoupent du point de vue de leur traitement. Et il faut que l'élève comprenne qu'à partir de nature et culture, c'est une seule et même colonne vertébrale. Et qu'il puisse faire le lien entre les différentes questions qui lui sont posées et comprenne qu'en philosophie, comme l'a enseigné, tout est question de perspective dans laquelle on s'inscrit. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. La littérature ou bien la philosophie s'arrête là. Demain, les chiffres vont reprendre leur cours avec le cours de sciences et de physique. Donc, rendez-vous à partir de 10h10, juste après le point de presse du ministère de la Santé et de l'Éducation. E-École, c'est l'école chez vous du lundi au vendredi. Restez fidèles aux mesures édictées par les autorités sanitaires, les gestes barrières, lavage des mains, distance d'1 mètre. Et surtout, si vous ressentez des symptômes, ne vous déplacez pas, appelez les services compétents, c'est le 800 00 50 50 ou le 15 15. Ensemble, nous allons combattre cette pandémie par le savoir, mais nous allons également combattre cette pandémie en respectant tout simplement les règles d'hygiène. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, c'est 217 sur Canal, TNT, c'est sur la 15. Soyez fidèles au rendez-vous.